C'est l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Il s'est tenu le jeudi 22 août à Kinshasa le forum sino-congolais sur le mine, économie et coopération, un forum qui avait pour objectif d'identifier et attirer les investisseurs, notamment les Chinois, pour une collaboration étroite et gagnant-gagnant avec l'AMIBA. À Kinshasa, l'épidémie des monkeypox a connu une progression significative avec le nombre de cas suspects passant de 81 à 111 en une seule journée, dont 21 cas confirmés selon les dernières informations fournies par le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo. Le ministre a exhorté la population à rester vigilante face à cette propagation rapide. Fin du décompte macabre après les naufrages survenus la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août dernier sur la rivière Lukeni dans la province du Mai-Ndombe. Les autorités ont également annoncé la fin de recherche de corps. Le rapport final révèle que 29 corps sans vie ont été repêchés et inhumés ainsi que 128 rescapés enregistrés. Bonsoir, je l'ai annoncé en titre que le palais de congrès du centre financier de Kinshasa a accueilli le jeudi 22 août 2024 le forum sino-congolais sur le mine, économie et la coopération dans le Grand Kasaï. Cet événement a réuni des figures politico-économiques ainsi que les opérateurs économiques. L'objectif est d'identifier et attirer les investisseurs chinois pour le relance de la minière du Bakwanga. Suivez ce reportage. Ces forums a brillamment mis en exergue les opportunités économiques et des coopérations dans le secteur minier, notamment pour la minière de Bakwanga Miba dans le Grand Kasaï. L'événement a réuni des figures de proue politico-économiques tels que le ministre de Mines Kizito Pakabomba, le ministre de Portefeuille Jean-Lucien Boussa, ainsi que Jean-Charles Okoto, PCA de l'AMIBA, Madame Julia Luonga, PCA de la Société des Plantations et Huileries du Congo, PHC, et les notables du Grand Kasaï. Dans son discours, le ministre de Mines a salué cette initiative qui contribue à la réduction du chômage et à la redynamisation de la minière de Bakwanga afin que cette dernière puisse retrouver ses lettres de noblesse. Jean-Charles Okoto, PCA de l'AMIBA SA, a souligné l'alignement de ces forums avec les 6 piliers du programme du chef de l'État visant à identifier et attirer des investisseurs, notamment les Chinois, dans une collaboration étroite avec l'AMIBA. Avec une participation de 12% du Kasaï, l'événement a été orchestré par Joël Kabena en sa qualité d'organisatrice en chef, qui a mis l'accent sur l'exploration des opportunités d'affaires pour un développement inclusif et durable dans la région. L'initiative a été louée par sa contribution à la lutte contre le chômage et pour la revitalisation de la minière de Bakwanga avec l'espoir de restaurer son prestige d'antan. Jean-Charles Okoto entre dans la vision du président de la République en œuvrant afin d'attirer les investisseurs. Pour rappel, les entreprises du portefeuille étaient souvent qualifiées des canards boiteux à cause, entre autres, d'une gestion peu orthodoxe et exercée par des mandataires inexpérimentés tirés sur le volet le plus souvent des formations politiques. C'est ce qu'on a toujours qualifié de partage de gâteaux dans le portefeuille de l'État. Un système qui a plongé ces entreprises dans une gestion opaque et son lendemain. Parmi ces entreprises du portefeuille figure en bonne position la minière de Bakwanga Miba. Sous la gestion du PCA Okoto, la courbe de production de diamants avait connu une augmentation vertigineuse, atteignant même les 850 000 carats par mois, alors qu'avant lui, c'était des miettes qui étaient présentées à l'État propriétaire à cause de la fraude et les désordres qui y avaient élu domicile. Après cette étape, le contrat sera signé avec les opérateurs économiques à Mbujimayi dans le Kasaï oriental dans les jours à venir. Autre chose à présent, l'ambassadrice du Royaume de la Belgique salue le combat que mène la ministre du Genre, Famille et Enfants de la RDC, Léonie Kandolo, en matière de représentation égale du sexe au cours d'une réunion spéciale le jeudi 22 août 2024 et s'engage pour la promotion de l'égalité des sexes et la protection des droits de l'enfant en RDC. Meshak Lofaka. Bonjour.
L'engagement du Royaume de la Belgique dans la promotion de l'égalité des sexes et la protection des droits de l'enfant en RDC a été mis en lumière lors d'une rencontre entre l'ambassadrice belge Rosanne de Bilderling et la ministre du Genre, Famille et Enfants Léonie Kandolo Omoï le jeudi 23 août 2024 au cours d'une réunion cristal. Cette rencontre a souligné l'importance de la coopération bilatérale dans ces domaines cruciaux. L'ambassadrice du Royaume de la Belgique a exprimé son admiration pour les efforts de la ministre Kandolo dans la lutte pour une représentation égale des sexes, un combat qui reste prioritaire et nécessite une attention et une action continue. La défense de l'égalité des genres, c'est dans toute une série de domaines. Et donc, il y a encore du travail et la ministre a bien développé son programme d'action, les différents domaines d'intervention. Et de notre côté, la Belgique intervient dans un programme de coopération bilatérale. Et au sein de ce programme, dans toutes nos interventions, nous veillons à mettre les questions de genre et famille et protection de l'enfance vraiment au cœur de nos interventions. Je vais vous donner un exemple. Quand on fait une formation professionnelle, ou des formations pour les entrepreneurs, nous veillons aussi à ce qu'il y ait une représentation égale des genres, qu'on donne des opportunités à tout le monde de participer à nos interventions. Eh bien, la ministre était très ouverte, très engagée. On sent qu'elle veut vraiment défendre cette politique, lui donner une dynamique et je pense que c'est très encourageant. La Belgique, en tant que partenaire de longue date, reste déterminée à soutenir les initiatives qui favorisent l'égalité du genre et le bien-être familial, reconnaissant que ces questions sont fondamentales pour le développement social et économique durable. Dans le même chapitre, le gouvernement de la RDC et de l'Australie renforcent leur coopération dans la lutte pour l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la protection des enfants. L'ambassadrice australienne à Kinshasa, Minoli Pereiran, a exprimé cette position lors d'une réunion tenue le 22 août 2024 avec la ministre du Genre, Famille et Enfants dans son cabinet de travail. Regardez. La RDC et l'Australie s'engagent pour le renforcement de la coopération dans la lutte pour l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la protection des enfants. Cet engagement a été pris le jeudi 22 août 2024 au cabinet du ministre du Genre, Famille et Enfants. L'ambassadrice australienne Minoli Pereiran a exprimé son soutien ferme à la ministre Léonie Kandolo dans sa lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Je lui ai dit de façon très claire que le gouvernement australien encourage vivement tout le travail que le ministère et la ministre sont en train d'accomplir dans la promotion de l'autonomisation des femmes en RDC et la promotion des égalités des sexes. Et que nos deux pays, l'Australie et la RDC, sont en train de mettre en place dans la promotion des égalités des sexes, l'autonomisation des femmes et aussi dans la protection de l'enfant. Il y a beaucoup de similitudes dans le travail que nous faisons, mais nous rencontrons aussi les mêmes difficultés dans nos pays. Ce qui nous emmène à penser que nous devons travailler plus étroitement ensemble en partageant nos informations et nos expertises dans ce domaine. Malgré les défis, les deux nations aspirent à un partage nécessaire de leur expérience et savoir-faire pour la mise en œuvre efficace de ces nombreuses actions. Malgré les défis, les deux nations aspirent à un partage nécessaire de leurs expériences et savoir-faire pour la mise en œuvre efficace de ces nombreuses actions. Notons que ces partenariats concernent non seulement de renforcer les liens diplomatiques, mais aussi contribuer significativement à l'avancement des droits des femmes et des enfants en RDC. Changement de chapitre pour parler de la santé. Le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, Patricia Ngongo, a invité les Kinois à la vigilance face à la progression de la variole du singe dans la capitale de la République démocratique du Congo. Selon le ministre provincial de la Santé, le monkeypox a progressé de manière significative ces derniers jours. Les cas suspects sont passés de 81 à 111 cas en une seule journée, dont 25 cas confirmés et 2 décès, d'où cet appel à la vigilance. Suivez. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par l'épidémie de la variole de singe, Mpox. Endémique dans le pays, cette maladie connaît une augmentation alarmante des cas depuis plus de 2 ans, touchant désormais toutes les provinces congolaises. À Kinshasa, 7 de 35 zones de santé sont désormais touchées
En tête, la zone de santé de Limete avec 7 cas confirmés, suivi de Kassavoubou, 4 cas, Pouinsélé et Barumbu qui ont notifié 3 cas chacun. Un bilan présenté par Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé. Nous avons 7 zones de santé touchées. La zone de santé la plus touchée, c'est la zone de santé de Limete. Et puis la zone qui s'est ajoutée hier, c'était la zone de santé de Kinshasa où nous avons découvert un cas. Nous sommes en train de mettre progressivement la prise en charge en marche, mais là, le centre de santé que nous avons retenu, depuis il y avait des centres de santé, il y avait à l'hôpital général des références ex-Mamaemo, et puis c'était au niveau de Kinkole. Nous venions d'ajouter un autre centre de santé au niveau de l'hôpital Vijana. Malgré le nombre croissant des cas de contamination, le nombre de décès à Kinshasa reste faible par rapport au reste du pays, avec 2 décès sur le total des cas recensés depuis le début de l'épidémie. Le ministre provincial de la Santé a mis l'accent sur la prévention en respectant des mesures d'hygiène de base comme le lavage régulier des mains et d'éviter des contacts étroits, y compris des rapports sexuels avec toute personne atteinte de Mpox ou présentant des symptômes de cette maladie. Le message que je peux lancer aux Kinois, c'est simplement de prendre en compte des mesures que nous leur communiquons, des mesures préventives. Ça veut dire de ne pas être en contact avec des animaux qu'ils ont trouvés morts, de ne pas être en contact avec des personnes qui présentent déjà des signes que nous sommes en train souvent de les dire. Par exemple, vous voyez une personne qui se plaint déjà de céphalées, de douleurs articulaires et consorts. Il ne faut pas être en contact directement. Une fois que vous avez ces signes-là, appelez un centre de santé le plus proche qu'on amène la personne. Il ne faut pas être en contact avec des liquides biologiques, le sang, la salive et consorts, respecter des mesures barrières, avoir déjà ses masques et laver régulièrement ses mains. Si vous voulez manger la viande, ici on adore des viandes boucanées, il faut vraiment bien bouillir cette viande-là parce qu'il pourrait avoir de la maladie. À Kinshasa, les autorités réfléchissent aux mesures à prendre à 2 semaines de la rentrée scolaire afin d'éviter la propagation à grande échelle de ces virus, car le taux d'infection est très élevé chez les moins de 15 ans. Dans l'entretemps, des réunions se multiplient en attendant l'arrivée des vaccins annoncés dans le pays. Un plan national de riposte, axé notamment sur cette prochaine campagne de vaccination, est en cours de finalisation. Entre peur et inquiétude, le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, rassure que les mesures sont mises en place pour contenir l'épidémie. Dans le reste de l'actualité, naufrage sur la rivière Lukeni dans la province du Maïndomé le dimanche 18 août dernier. Le rapport final indique que 29 corps sans vie ont été repêchés et inhumés et 128 rescapés ont été enregistrés. L'autorité locale a ainsi annoncé la fin du décompte après le drame survenu à l'issue du naufrage de l'embarcation HB Jésus-Christ en provenance de Choué. Rantaluyela. Fin du décompte macabre après le naufrage survenu la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août dernier sur la rivière Lukeni dans la province du Maïndomé. Les autorités ont également annoncé la fin de recherche des corps. Les rapports finaux révèlent que 29 corps sans vie ont été repêchés et inhumés ainsi que 128 rescapés enregistrés. Plusieurs autres rescapés ont pris la destination de leur village sans être identifiés, signale l'administrateur du territoire des Koutou. L'autorité locale justifie la fin de recherche. Aucun corps n'est visible sur le lieu où l'embarcation est cassée. Jacques Nzenza Monguier précise que l'ordre a été donné aux pêcheurs de signaler toute éventuelle découverte afin d'organiser l'inhumation. Parmi les 29 morts, on compte 15 femmes, une fillette et 13 hommes. Les drames s'est produit la nuit du dimanche à lundi 19 à 19h. La navigation nocturne et la surcharge sont à la base du naufrage d'après le gouverneur Nkoso Kevani Lebon. L'embarcation HB Jésus-Christ avait quitté le village Tolo à 18h pour Nyoki. C'est à la hauteur du village Madjoko qu'elle s'était heurtée contre le tronc d'arbre, faisant plusieurs disparus parmi près de 300 passagers à bord. Cette nouvelle noyade survient 2 mois après celle de la rivière Kwa,
faisant plus de 80 disparus dans le territoire de Bolobo, toujours dans le Maïndombe. Le gouvernement congolais, le gouvernement de la RDC et les Nations Unies s'emploient à accélérer le processus de transition dans la province du Sud Kivu marquée par le désengagement progressif de la mission de stabilisation des Nations Unies en RDC. L'heure est actuellement à l'alignement des contributions au financement de feuilles de route de la transition avec un coût global de 57 millions de dollars américains en faveur de la paix et le développement dans cette partie du pays. Regardez. Processus de transition dans la province du Sud Kivu, les différentes parties prenantes réfléchissent sur l'alignement de contributions au financement de la feuille de route de la transition convenue d'une mobilisation collective de 57 millions de dollars en faveur de la paix et du développement dans cette partie de la RDC. Le gouvernement de la RDC, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre du Plan Guilan Yembo, a promis une contribution à la hauteur de 30 millions de dollars américains au financement de ces plans de transition. Les Nations Unies, pour leur part, ont annoncé un appui financier de 23 millions de dollars, axé principalement sur le renforcement des capacités des institutions étatiques, a annoncé Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a également souligné la contribution de la province estimée à près de 2,5 millions de dollars, notamment pour le renforcement des forces de sécurité, la réhabilitation des infrastructures et le soutien de l'administration locale. Les parties prenantes devront identifier les actions prioritaires à mener dans le domaine de la sécurité, de la justice, du développement économique et de la consolidation de l'état de droit. Fin juin, la MONUSCO avait fermé son bureau de Bukavu, centre névralgique de ces opérations au Sud Kivu. Depuis plus de 20 ans, selon l'accord avec le gouvernement, la mission devrait achever son retrait du Sud Kivu le 30 juin dernier, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement du pays. D'une province à une autre, les personnes de bonne volonté sont appelées à apporter de l'assistance à la population de Béni dans la province du Nord Kivu, victime de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé par les autorités locales de porte ouverte organisées grâce à l'appui de l'Agence des Nations Unies, OCHA, dans le cadre de la journée nationale, de la journée mondiale, allais-je dire, de l'aide humanitaire. Ces portes ouvertes clôturées le jeudi 22 août 2024 ont été couplés à une table ronde. Les détails dans cet élément. Pendant 4 jours, les organisations non gouvernementales nationales, locales et internationales œuvrant dans les secteurs de l'humanitaire avaient installé leur tente au siège du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA de Béni. Ici, elles expliquaient à la population ce qu'elles font comme travail d'assistance humanitaire à la population victime de la guerre entre l'armée régulière et les différents groupes armés. Quelques-unes d'entre elles ont exposé dans différents stands leurs réalisations pour l'autonomisation des femmes. Il faut assister 5000 ménages dans la ville de Béni, notent les autorités locales. Elles lancent un appel aux personnes de bonne volonté pour appuyer ce qu'elles font déjà avec l'aide des organisations évoluant dans ces secteurs. Selon le Bureau central de coordination des affaires humanitaires OCHA, les statistiques des personnes vulnérables sont alarmantes. Ils demandent l'accompagnement de la communauté locale pour que les ONG qui sont ici sur invitation du gouvernement congolais remplissent leur mission en toute quiétude. Ces statistiques s'actualisent, comme vous le savez, chaque mois. Il y a une commission provinciale qui s'appelle Commission Mouvement de Population, qui essaie de faire des mises à jour sur les chiffres des personnes déplacées. Et les dernières informations, d'après les résultats que nous avons obtenus, on a beaucoup de personnes déplacées. Je dirais même qu'on a plus de 30 000 personnes déplacées qui sont disséminées en famille d'accueil ici en Béni, et même ceux qui sont logés dans les centres collectifs. La journée de l'aide humanitaire a été célébrée le 19 août 2024 sous le thème « Agir pour l'humanité ». L'actualité en dehors de nos frontières, l'ancien candidat
À l'élection présidentielle de 2024 et 2019, Safi Saïd a été arrêté mardi pour avoir franchi illégalement la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Il a été libéré jeudi 22 août 2024, ont annoncé les autorités. Mercredi 21 août, le tribunal de Kasserine en Tunisie ont annoncé avoir ordonné le placement en détention de Safi Saïd et d'un compagnon de voyage pour avoir illégalement traversé la frontière vers un pays voisin. Diane Bonga nous fait le point. L'écrivain et journaliste de 70 ans, critiqueux de la politique du président tunisien, condamné à 4 mois de prison en juin dernier pour falsification et escroquerie, tentait de fuir alors qu'il risquait à tout moment d'être incarcéré. Ce sont les services sécuritaires algériens qui l'ont arrêté avant de le remettre aux autorités tunisiennes. Le 6 août, son dossier a été refusé par l'instance supérieure indépendante pour les élections dirigée par un proche du président tunisien. 3 jours après, Safi Saïd avait expliqué renoncer à l'élection présidentielle du 6 octobre, se plaignant d'une inégalité de chance et dénonçant des grands obstacles et d'un manque de clarté des règles du jeu. Mardi 20 août, Human Rights Watch a souligné qu'au moins 8 candidats potentiels à la présidentielle ont été poursuivis en justice, condamnés ou emprisonnés et de facto ont été empêchés de se présenter. Il s'agit notamment des dirigeants de l'opposition Issam Chebi et Ghazi Chawachi et à l'autre bout du spectre politique Dabir Moussi, la chef du parti Destouriens Libres, nostalgique du régime Bourguiba et Ben Ali. C'est cet élément qui met fin à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre. Il s'est tenu le jeudi 22 août à Kinshasa le forum sino-congolais sur le mine, économie et coopération, un forum qui avait pour objectif d'identifier et attirer les investisseurs, notamment les Chinois, pour une collaboration étroite et gagnant-gagnant avec l'AMIBA. À Kinshasa, l'épidémie des monkeypox a connu une progression significative avec le nombre de cas suspects passant de 81 à 111 en une seule journée, dont 21 cas confirmés selon les dernières informations fournies par le ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo. Le ministre a exhorté la population à rester vigilante face à cette propagation rapide. Fin du décompte macabre après les naufrages survenus la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août dernier sur la rivière Lukeni dans la province du Maïndombe. Les autorités ont également annoncé la fin de recherche de corps. Le rapport final révèle que 29 corps sans vie ont été repêchés et inhumés ainsi que 128 rescapés enregistrés. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et bon suite au programme sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit. Bon week-end chez vous.